mythes et complots avec Christian Page. Christian Page est avec nous. Monsieur Page, bonjour. Bonjour. Hey, t'es à Paul Arcand demain? Ben oui, demain matin. Tu vas pitcher ton livre là? Ouais. Les éditeurs sont tous à genoux devant Paul Arcand. Vas-y. Mais c'est correct. Non, sois pas mal. C'est correct. Ouais, bon, en tout cas. Ton éditeur, il rentre devant Paul Arcand. On va lui donner son livre en priorité. C'est correct, Christian. Je t'en veux pas. Parce que les gens vont t'écouter demain matin. C'est à 9h15? Moi, entre 9h et 9h30, vers 9h15. Là, ils vont se dire, pourquoi? Ben, c'est correct. Bon, OK. Bon, t'es soulagé? Oui, mais tu sais c'est que je l'ai lu, ça met un petit peu mal à l'aise tant quand mieux, même. tant mieux. Tu vas faire une bonne chronique. Mais tu sais, je l'ai lu, je Ouais. passais à travers, puis t'en parleras demain avec Paul Arcand. Bon. Hey! OK. C'est juste une émission de radio. Oui, je sais. Il y a personne qui meurt sur la table d'opération ici. Bon, est-ce qu'on commence avec cette nouvelle qui est, excuse-moi, Ben mais... oui, ça vient de nous arriver. Attention, Ça tombe des fils de presse. Là. Oui, à une autre époque, on aurait entendu bulletin spécial. Exactement. Bulletin spécial. Donc, effectivement, bulletin spécial, ça nous vient de Simpson County. Et c'est bon aux États-Unis, au MS, ça doit être le Missouri. Missouri, oui. Le Missouri. Donc, voilà, un certain Trude Bernard a apparemment abattu un chupacabra. Non! Ah oui! Non, en fait, ils disent de Chupacabra. Pas les autres, Chupacabra. pas les autres, ceux qu'on retrouve sur le bord du chemin. Là. Aïe. Non, celui-là. Et donc, notre bonhomme en question, MS, c'est le Mississippi, je viens de voir ici, Excuse-moi. Mississippi. Donc, c'est le Oui, département de Wildlife. Donc, Jim Walker du département de Wildlife est arrivé sur place et constatait effectivement que l'animal tué par Trude Bernard à coup de carabine ressemblait effectivement à un chien, un canidé, mais effectivement, il a une morphologie un peu étrange et il faudra, j'imagine, attendre des résultats des pathologistes animaliers pour pouvoir déterminer quelle était la nature, l'origine de cet animal. Mais ça vient juste de tomber aujourd'hui. Est-ce que c'est un Chupacabra? En fait, le chupacabra, c'est un animal qui est un peu polymorphe. Hein, il change de forme, on l'a vu, mais là, la forme d'un chien et d'un daim en même temps. Ah, c'est laid. Et voilà. Ouais. Peut-être. C'est triste, c'est une nouvelle triste. Une Oui, nouvelle triste quand même. parce que si c'est vrai, ça pourrait être notre dernière chronique sur le chupacabra. Penses-tu vraiment? En parles-tu du Chupacabra dans ton livre? Hein? Non, mais pas. Ah ben. Ouais, c'est ça. Tu m'as pas demandé conseil. Hein? Non, c'est Moi, vrai. je t'aurais commencé le livre. Avec un chupacabra. Une bonne histoire de chupacabra. J'ai dans ma famille un Chupacabra. Ah oui? Tu sais, t'inventes quelque chose, les gens le savent pas. Mais tu sais que chupacabra veut dire suceur de chèvre. On va laisser faire ça. OK, il y a une offre d'1 million de dollars, excuse-moi, tu m'as pris à contre-pied. À Roger Mainville. Ben oui, Roger Mainville, tu te rappelles de Roger Mainville, c'est ce médium qu'on a vu abondamment à l'émission de Chantal Lacroix dans Rencontre paranormale, qui a été diffusée à TVA. Donc, ce Mainville, donc, accompagnait comme ça Chantal Lacroix ou son équipe sur des lieux qui avaient apparemment la réputation d'être hanté ou d'avoir eu un passé trouble et qu'on espérait communiquer avec des esprits. Donc, Mainville est ce médium qui faisait soulever les tables, semaine après semaine. Avec ses mains. Avec ses mains. À plat. Et à plat, oui. Et on sait que tout ça a été excessivement controversé, ça a été dénoncé à maintes reprises, tout ça sans malheureusement l'arnaque. Et là, voilà que la semaine dernière... Semble l'arnaque. Je vais pas te faire poursuivre. Non, ça semble... On garde un doute. Ouais, ça semble une arnaque. D'ailleurs, tu sais que j'ai déjà parlé ici de Roger Mainville à l'émission et je m'étais posé des questions sur la manière dont la table se soulevait. Et M. Mainville m'avait écrit pour me dire que c'était pas important de savoir de quelle façon la table soulevait. L'important, c'était le message. Ah bon? C'était le message. Mais moi, en ce qui me concerne, si quelqu'un m'appelle à la maison et me dit, Monsieur Page, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ouais. C'est important de savoir, au-delà du message, c'est important de savoir qui téléphone. Ben oui. Parce que si c'est un témoin de Jéhovah, ça n'a pas la même portée que si c'est mon gérant de banque. Puis si non, mais en plus, si ta table lève par une façon occulte. Oui, absolument. C'est quand même extraordinaire. Mais si elle lève
Parce qu'il y a un chupacabra. Oui. Ou Chantal Lacroix, t'as trouve bien cute. C'est autre chose. C'est une paire de manches. Et c'est quand même assez impressionnant si t'es capable de faire ça aussi. Oui. Quoi qu'il en soit, Monsieur Mainville a-t-il donc, répondu? Monsieur Mainville, ben voilà, donc la semaine dernière, il y avait à Montréal, il était de passage à Montréal, James Randi. Donc, quelques mots pour nos auditeurs. J'ai ses livres, moi. Donc, James Randi est un ancien magicien recyclé dans une sorte de dénonceur de paranormal. Il est un des membres importants du comité des sceptiques américains, qui autrefois s'appelait le Psy-Cop. Maintenant, c'est le CSI pour Committee for Skeptical Inquiry. Et donc, ce James Randi offre $1 million à quiconque va faire la démonstration d'un événement paranormal. Donc, personnellement, j'aurais long à dire, je connais Randy, j'aime pas beaucoup. Cette approche de l'offre du $1 million me semble, un peu sommaire, là, de la façon dont c'est fait, le décantage est fait. Pourquoi? Mais, en fait, ça permet quand même... Prouve-le. Non, mais prouve-le. T'es capable de lever une table? Non, mais voilà, on va en venir à ça. Ouais. Mais c'est vrai que offrir $1 million, tu prouveras pas grand-chose dans la mesure ça va te permettre de décanter où sont les escrocs. C'est une bonne façon de décanter des escrocs. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est sûr que dans le cas des phénomènes paranormaux, si on parle, par exemple, d'un phénomène de poltergeist, qui est un phénomène spontané dont on a déjà parlé ici à l'émission, offrir $1 million ou non, ça te prouvera jamais si le poltergeist, il y a réellement un phénomène de poltergeist. Non, mais c'est une motivation pour quelqu'un qui dit je vais te prouver absolument, que j'en absolument. vois un. Donc dans ce cadre-là, on peut dire que cette approche-là d'offrir $1 million permet assez rapidement de décanter les escrocs. Et c'est donc ce qu'a offert James Randi, qui était de passage à Montréal la semaine dernière. Et tu ne dis pas que Roger Mainville est un escroc. Non, je ne dis pas. Tu veux pas te faire poursuivre. Non, ça semble une arnaque. donc ce James Randi était à Montréal la semaine dernière et il a vu les performances de ce Roger Mainville et il a donc offert $1 million à Roger Mainville pour qu'il le fasse devant lui dans des conditions plus rigoureuses, dans des conditions où on pourra faire des vérifications, de soulever la table. Et Randi a même précisé que c'était pas important de savoir si c'était des esprits ou non. Monsieur Mainville n'aura pas à faire cette démonstration. Pour Randi, la seule obligation, en fait, le seul critère, c'est que la table puisse se soulever sans qu'on fasse appel à quelques artifices quelconques, une corde ou quoi que ce soit, et ce, de façon rigoureuse. Et si la table se soulève, sans qu'on ait appel à un mécanisme du trompe-l'œil, le $1 million sera donc versé à Roger Mainville. Ben, moi, je le ferais. Ben, évidemment, puisqu'il le fait, c'est la question qu'on se pose, pourquoi ne pas accepter l'offre? Puisqu'il acceptait de le faire chaque semaine devant Chantal Lacroix, pourquoi ne pas accepter de le faire à ce moment-là? Évidemment, on peut trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire, mais je pense que l'offre est sur la table et ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, Randi a précisé que le protocole serait établi non pas seulement de la part des sceptiques, mais ce serait un protocole qui serait établi tout aussi bien entre Roger Mainville et l'association sceptique pour pouvoir établir donc dans quelle mesure cette expérience sera faite. Évidemment, M. Mainville n'a pas répondu à l'offre pour l'instant. Il faut quand même préciser... Peut-être lui envoyer un message par table? Ouais, peut-être qu'il est trop à l'écoute de sa table et pas assez de ce qui se dit dans les médias. Peut-être. Il faut quand même préciser que dans le cas de Roger Mainville, ce qui est un petit peu triste dans une histoire comme celle-là, c'est que en ce qui me concerne, dans un premier temps, j'avais déjà rencontré Chantal Lacroix. Nous avions déjà parlé de ça. Elle m'avait annoncé, elle disait, hey, écoute, Christian, je suis en train de faire une émission, la table lève, c'était vraiment extraordinaire. Et je lui ai demandé, j'ai dit, fais attention, Chantal, il faudrait d'abord penser à mettre un système de contrôle avant de conclure un phénomène paranormal. Et évidemment, elle a fait fi de mon conseil. Et aujourd'hui, elle se retrouve un peu dans cette situation disons-le, ambiguë, fumeuse avec Roger Mainville. Et l'autre information qu'il faut quand même préciser, c'est qu'une émission comme celle-là, Rencontre paranormale, même si elle a géré un auditoire important, c'est une émission malheureusement qui a fait régresser l'intérêt, en tout cas l'intérêt sérieux qu'on pouvait avoir pour le paranormal. Moi, je peux te dire que demain matin, quiconque oserait proposer à un grand diffuseur une émission sur le paranormal risque de voir les portes se fermer devant lui parce que cette émission-là a tellement fait jaser, ça a été tellement nébuleux cette histoire-là qu'aujourd'hui, je pense que ça leur refroidit beaucoup de diffuseurs de s'intéresser à ce genre d'affaires. Mais ça revient pas à TVA, ça. Non, je pense qu'à l'époque, il y avait un contrat qui avait été signé pour 6 ou 8 émissions qui ont été faites, qui ont été présentées. Puis bon, ben merci, on a tiré. Une fois que tu as vu une table levée, tu les as toutes vues. Oh, absolument. C'est avec la table qui change. À peu près. Agressé par une entité invisible,
Ben oui. Sois sérieux, là. Ben oui, je voulais absolument t'évoquer cette nouvelle-là. Ça nous vient d'un fil de presse en Malaisie. Ça nous vient du petit village de Bintulu, ça se trouve dans l'état du Sarawak en Malaisie. Donc un homme a rapporté aux autorités locales, à la police locale, que sa compagne avait été agressée. Et ça depuis, en fait, elle est agressée de façon répétée depuis 1 mois. Le seul problème, c'est que l'agresseur apparemment est invisible. Bon, voilà. Le bonhomme a raconté aux autorités que dans son sommeil, écoute bien ça, dans son sommeil, sa femme se déshabille, se caresse et laisse échapper des gémissements. C'est pas beau, ça? Avec l'homme invisible? Ben oui, avec l'homme invisible, évidemment. L'individu en question, celui qui porte plainte, et parce que bon, ce n'est pas la femme qui porte plainte, c'est bien son mari. Ah. Elle a rien à redire. Elle semble être tout à fait satisfaite de la situation. Il est propre, il est gentil, il est poli, oui. Puis il s'en va après. Ben exactement. C'est pas mieux, pas fantastique. Il ne s'incruste pas. Ben non. Et donc l'homme a contacté un médium local, et le médium local, après avoir écouté l'histoire, s'est dit, a expliqué que visiblement la femme de ce pauvre homme avait été sous l'effet d'un mauvais sort et qu'il y avait un sorcier qui utilisait des gris-gris ou quoi que ce soit pour maintenir une ascendance sur l'épouse en question, pour bénéficier, en tout cas contrôler son âme et son corps, et ça même dans son sommeil. Ben écoute, comme dirait ma conjointe devant une telle nouvelle, coudonc. L'analyse scientifique de la semaine, coudonc. On est avec Christian Page, on revient après cette pause. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Christian Page. Oui. Il y a un documentaire choc dont tu veux parler. Oui, effectivement. Il y a quelques jours, le journal The Wraps, qui se consacre à l'actualité hollywoodienne, nous a annoncé qu'actuellement, il y avait un nouveau documentaire qui était en cours de tournage et que ce documentaire allait prouver hors de tout doute que dans un passé lointain, la civilisation maya aurait eu des contacts avec, évidemment, les extraterrestres. Ben oui. Bon. Je vois soudainement dans tes yeux briller un soupçon d'incrédulité. Mais le documentaire... Le documentaire intitulé Révélation des Mayas pour 2012 et au-delà. Je m'étonne parce que le au-delà, après 2012, c'est supposé avoir rien. Ça arrête là. Donc après, l'au-delà... Ils viennent nous chercher. Ouais, c'est ça. En tout cas, ce documentaire est actuellement produit. C'est une coproduction entre des producteurs mexicains et des producteurs guatémaltèques. Et on nous dit que ces producteurs-là ont été primés dans leur pays. Ce sont des gens qui sont tout à fait sérieux. Donc, ce sont pas des gens qui font dans la broderie et des trucs un peu olé-olé. Et pourtant, cette fois-là, ils s'attaquent à un documentaire qui va retracer l'histoire de la civilisation maya et qui va nous parler de ces pseudo-contacts avec des extraterrestres. C'est là où on voyait les espèces de dessins dans la pierre. Là, oui, on va en parler de ça. Tu vois, donc, eux, ce qu'ils présentent ici, ils nous le disent dans un communiqué de presse. D'ailleurs, pendant des semaines, des mois même, je devrais dire, ils ont travaillé en silence, en secret, et ce n'est que tout récemment, donc, par communiqué de presse, qu'ils ont expliqué qu'ils avaient eu accès à des codex, ils avaient eu accès à des artefacts, et le gouvernement mexicain leur avait permis d'accéder à des sites archéologiques qui sont interdits au public, et avec ces accès-là, ils vont démontrer à travers ce documentaire qu'il y a bel et bien eu ce contact extraterrestre entre les Mayas et, mais ce qui nous étonne, parce que évidemment, on nous lance un truc comme ça, on nous dit, des producteurs apparemment sérieux, on en a vu, certains nous ont même montré des autopsies d'extraterrestres. Et on sait que c'était pas très sérieux. Ouais. Mais ce qu'il y a d'étonnant ici, c'est que cette information-là, elle est appuyée par les autorités mexicaines elles-mêmes. Et ça, c'est étonnant. Donc, des gens qui sont attachés au ministère de la Culture, au ministère du Tourisme, au Mexique, tout ça, reconnaissent le fondement de ces affirmations. Eux-mêmes reconnaissent effectivement qu'ils ont
en leur possession des artefacts et des codex qu'ils ont à l'époque où ces objets-là ont été trouvés. Ils avaient été jugés trop sensibles pour être révélés au reste du monde. Ils avaient été placés. Et là, je te cite réellement ce que les autorités mexicaines disent. Je ne dis rien, là. Non, mais je le vois. On fait de la radio. C'est le seul à le voir. Donc, les autorités mexicaines ont dit, au moment où ces artefacts, ces codex avaient été découverts, ça avait été jugé trop sensible pour être révélé de façon publique. Ouais. Et ces objets-là ont été gardés dans des voûtes souterraines. Et là, pour la première fois, ils ont permis à une équipe de la télévision d'avoir accès aux codex et aux artefacts. Et ce, disent-ils, pour le mieux-être de l'humanité, pour le futur de l'humanité. Donc, évidemment, il faudra voir ce que contient ces documents-là. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de ces trucs-là. Tu l'as mentionné, dans les années 60, plusieurs amateurs d'archéologie fiction, appelons ça comme ça, s'étaient intéressés à ces histoires de grandes civilisations, les extraterrestres chez les Égyptiens, les extraterrestres à l'île de Pâques et bien sûr les extraterrestres avec les Incas et les Mayas. Et pour étayer leur hypothèse, je pense notamment au Suisse Eric von Daniken, qui a été un peu le père de cette théorie des anciens astronautes, avec un ouvrage qui s'intitulait Présence des extraterrestres, 40 millions d'exemplaires vendus. Wow. C'est quelque chose. Et donc, on aurait dû y penser. On aurait dû y penser. Sacramouille. Mais toutes ces preuves archéologiques ont été au fil des années complètement démontées par des archéologues professionnels. Parce qu'il faut bien se le dire, les gens qui font la promotion de ces pseudo-preuves sont très souvent des archéologues amateurs, pour ne pas dire finalement des vendeurs de chaussures la semaine qui s'improvisent archéologues la fin de semaine. Or, tous les archéologues professionnels qui se sont penchés sur ces soi-disant preuves ont dit, écoutez, il n'y a rien là-dedans, il y a d'autres explications pour arriver à comprendre ce que les Mayas ont dessiné, ce qu'ils ont fait, tout ça, l'utilité de ça en leur temps, sans avoir à faire intervenir des extraterrestres. Donc, avec ce nouveau documentaire, est-ce qu'on est encore en présence d'un supposé pistolet fumant, un smoking gun, qui va se révéler être un pétard mouillé? En tout cas, on le verra au moment où ce sera diffusé. Ouais. Il y a les extraterrestres chez Astérix, hein, qui s'en viennent. Ah oui? Oui, après les Égyptiens, les Mayas. Écoute. Je sais que même Hergé, là, je voudrais pas trop me lancer parce qu'on le sait, on n'est pas des tintophiles, là. Non. Mais je pense que à quelques reprises, Hergé avait fait cette notion-là, notamment dans Vol 714 pour Sydney, où des extraterrestres interviennent à la fin de l'aventure de Tintin. Et dans Tintin, chez les Picaros aussi, je pense qu'il y a une notion par rapport à ça. Ouais, bon. Enfin, mais retourner consulter notre collection de Tintin. Combustion humaine spontanée avant qu'on se quitte. Oui, je dois ça à notre ami Larry qui m'a référé qui m'a envoyé l'information et j'ai pu vérifier ça. Effectivement, il y a quelques jours, un coroner en Irlande a déposé devant le juge en fait ses conclusions par rapport à la mort d'un homme de 76 ans qui a été retrouvé chez lui complètement carbonisé. Et lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ce qui les a frappés sur la scène, c'est que le corps de l'homme en question était carbonisé, que le plafond au-dessus du corps était brûlé et le sol sous l'individu, mais le reste de l'appartement était tout à fait intact. Et donc, notre médecin coroner qui a dû se pencher sur cette histoire-là arrive à la conclusion que notre bonhomme est mort par combustion humaine spontanée. Et ça, c'est c'est une première dans les annales judiciaires irlandaises, parce que bon, on le sait, le phénomène de la combustion humaine spontanée, on en a parlé ici, c'est un phénomène éminemment controversé. Déjà dans les années 50, le FBI s'est intéressé à ça, notamment suite à la mort d'une femme en 1951 en Floride, Mary Razor, et les autorités du FBI étaient arrivées à la conclusion qu'il n'y avait pas de combustion humaine spontanée, mais que tous les supposés cas de combustion humaine spontanée s'expliquaient par un phénomène qu'on appelle l'effet bougie. Donc les vêtements prennent feu, et à partir du moment où il n'y a pas d'aération dans l'endroit où l'individu se trouve, l'individu tombe sur le sol, le feu est maintenu à cet endroit-là très précis, et les graisses corporelles qui fondent vont alimenter le feu à l'état de brasier qui va durer pendant un certain temps et réduire le corps ensemble. C'était les conclusions du FBI. Évidemment, les amateurs de paranormal, eux, voient une explication plus fantastique à ça. Et là, apparemment, pour mettre de l'eau au moulin, le gouvernement, en fait, un coroner irlandais donne son aval. Très bien. Merci, Christian Page. On s'arrête là-dessus. On se reparle demain dès midi. Au revoir.